Tu es en train de manger ton sandwich, une annonce qui tombe, tu poses ton sandwich, tu vas visiter le bien. Si tu es deuxième ou troisième, tu as perdu. C'est comme si tu étais 25e. Il faut être premier. Est-ce qu'il y a toujours des opportunités au sein de la capitale? On regarde la capitale de Londres, on est à 30 000 € le mètre carré. On est loin à Paris encore. L'encadrement des loyers, pour moi, ce n'est pas un sujet. Est-ce que c'est réservé aux riches, Paris, intramuros? Pas du tout. J'ai des clients qui ont 30 000 € d'apport et qui font un crédit et qui investissent dans Paris. Royal. Est-ce que tes investisseurs, eux, ils se projettent dans ce qu'ils achètent? Pour moi, il ne faut absolument pas mettre d'affect. Quand on achète l'appartement, un rez-de-chaussée sur cour, tu l'auras le même prix qu'un 3e étage vu avec une belle vue. Le même prix. Allez, à 50 € près, il faut acheter un prix au mètre carré. Je suis intimement convaincu, par rapport à d'autres villes françaises, que le Grand Paris va permettre d'avoir une évolution de prix dans les années à venir, jusqu'à notamment 2030. Et un appartement qui vaut peut-être 100 000 € aujourd'hui, il aura peut-être pris 30, 40, 50% de plus-value d'ici 5 à 7 ans. C'est possible. Pour moi, le Airbnb, c'est un effet pchit, c'est pas du long terme. Choisir un projet parce que je vais faire du Airbnb dedans et que je me dis je ne peux faire que ça, alors là, c'est une erreur énorme. Quel conseil tu donnerais à un ami qui souhaite investir dans le Grand Paris? Bonjour Mathieu Deliveux et bienvenue dans Entretien Cash. Bonjour Grégoire. Avec Imavenir, Mathieu, que tu as fondé, tu as réalisé plus de 500 investissements locatifs dans le Grand Paris pour le compte d'investisseurs particuliers. Tu es donc ultra légitime pour parler du marché immobilier parisien. Tu connais sa réalité mieux que personne. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de répondre à mes questions. En guise d'introduction, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta société Imavenir? Avec grand plaisir Grégoire. Déjà, merci de me recevoir ici. Entretien Cash. Donc, je m'appelle Mathieu Deliveux, j'ai 37 ans, j'ai fondé Imavenir, entreprise d'investissement locatif sur mesure et clé en main. L'objectif, c'est d'aider les investisseurs qui n'ont pas le temps, pas envie, pas les connaissances du marché immobilier à réaliser un projet d'investissement pour du long terme, hein, c'est le but de l'investissement locatif, de manière sur mesure et clé en main, en passant par toutes les étapes, la recherche du bien, les plans d'architecte, les travaux, l'ameublement, jusqu'à la mise en place du locataire, la gestion locative. Voilà. Bon, au passage, je précise à ceux qui nous écoutent que Imavenir fait partie des 3 entreprises qu'on met en avant dans nos articles Financero. Donc, c'est pas par hasard qu'on t'accueille pour parler du marché immobilier parisien. Première question générale. Quelle est ta perception du marché immobilier français au global, plus spécifiquement du marché Île-de-France et du marché parisien? On entend beaucoup de choses, un peu tout et son contraire. Toi, qui viens du terrain, quel est ton sentiment? Alors, en effet, il y a plusieurs choses. Déjà, on va parler un peu historique. L'immobilier parisien, on va parler évidemment de l'immobilier parisien, du marché immobilier parisien à l'instant T, mais si on revient quelques années en arrière, on a connu un Eldorado, les gens se sont pris de passion pour l'immobilier locatif à Paris, on avait des taux à 1%, c'était voilà, l'Eldorado de l'investissement, c'était un petit studio, un petit 2 pièces à Paris, donc il y avait énormément de demandes dans les années, voilà, fin des années 2018, 2019, 2020, jusqu'à 2022, et puis là, on est arrivé donc avec la fameuse crise que tout le monde a connue. Donc là, on a pris une vague qui a submergé tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, les taux d'intérêt ont augmenté et il y avait en France ce qu'on appelle les taux d'usure, qui fait que ça bloquait tout. Les taux d'usure étaient réactualisés trimestriellement et les taux des banques, eux, montaient de manière journalière. Donc forcément, on avait un blocage et même les CSP+, même les gens qui avaient des moyens, qui avaient une vraie capacité à s'endetter, ne pouvaient plus investir. Donc, on est arrivé à complètement une situation de blocage. Donc, on a pris ce rouleau compresseur d'investissement locatif avec évidemment beaucoup d'articles de journalistes, etc., qui ont aussi envenimé un petit peu tout ce système-là. Et donc, le marché s'est arrêté pendant un instant, un petit peu comme dans la crise, crise 2008, subprime. Bon, voilà, le marché s'effondre, l'immobilier s'effondre à un instant T. Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution des prix sur plusieurs années. Donc, c'est par exemple 2007-2009. On a vu une évolution quand même des prix malgré cette crise de 2008. Donc, on est un petit peu dans cette même situation, c'est-à-dire qu'on a eu ce point de rupture il y a quelques années de cela. On a le rouleau compresseur qui nous est passé dessus. Et puis là, on commence à sortir la tête de l'eau. Donc, on a des éléments qui nous font dire que le marché est en train de repartir à la hausse. Les investisseurs sont de nouveau sur le terrain. Ils sont restés très prudents pendant quelques années et attentistes en se disant, voilà, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et puis, le marché est en train de repartir gentiment.
Mais on est en France. Et en France, eh bien, vous pouvez avoir un changement de gouvernement peut faire basculer complètement un système, peut faire arrêter un projet d'investissement locatif comme justement le dynamiser. Je te prends un exemple très concret. On sort de la crise début 2024, donc l'année dernière. Le printemps se passe à merveille. Dissolution du gouvernement, donc juin. Michel Barnier, donc élu Premier ministre. Et à ce moment-là, il y a le projet de loi de finances qui arrive. Et on commence à dire, projet de loi de finances, réforme du LMNP, alors que tout va très bien. Le marché reprend des couleurs, les investisseurs sont sur le qui-vive et tout va bien. Et donc, projet de loi de finances, on nous dit, et là on voit les articles, le LMNP, la fin du LMNP en France, hérésie totale. Quand on pense à la fin de l'LMNP, c'est impossible à mettre en place. Déjà, il y a une rétroactivité pour tous les projets qui sont réalisés. Et en fait, il y a une peur. On est en France, donc évidemment, il y a eu des milliers d'articles qui sont parus sur le web pour cette réforme LMNP qui finalement n'a pas du tout été modifiée. Il y a eu une micro-modification sur le calcul de la plus-value qui a été réintégrée quand on revend un bien. Mais un investissement locatif, l'objectif, c'est clair, c'est de l'acheter, de le garder le plus longtemps possible. La personne qui le revend au bout de 15 ans, effectivement, elle va payer une petite quote-part de plus-value, mais l'avantage fiscal LMNP existe. Donc, pendant 5 mois, on a colporté des choses, les journalistes s'en sont mêlés, les politiques, etc., pour au final, rien. Donc, on a bloqué un marché. Donc, les investisseurs qui avaient ça dans le pipe en se disant, tiens, je vais investir, ils ont ralenti les chevaux. Et là, ils sont repartis, ça y est. Donc, la réforme est passée. Mais il a fallu réenclencher et 2-3 mois pour réenclencher le marché. Donc, c'est des marchés très cycliques, très longs. On n'est pas à l'abri, d'avoir ce genre d'annonces qui font que, il y a un moment donné, tout s'arrête ou tout redémarre. Mais tout de même, moi, je vais regarder quand même des grands, les grandes lignes. On sort quand même vraiment la tête de l'eau. On a comment dirais-je, on a la réforme sur le bailleur privé qui va passer. Là, ça y est, qui a été votée, donc qui va passer. On en reparlera. À partir de 2026. Donc ça, c'est des choses très encourageantes. En 2 mots, c'est d'alléger la fiscalité, d'aider à mieux défiscaliser la partie travaux, etc. Donc c'est de redonner de l'énergie au logement. On a une pénurie de logements aujourd'hui. Personne n'arrive à se loger. Il y a 10 000 étudiants l'année dernière à Paris qui n'ont pas réussi à se loger et du coup qui ont arrêté leurs études faute de logement. Voilà, à un moment, on veut plus créer de logements neufs et on a des logements anciens où on est en DPEG et on dit attention, surtout, faut pas le louer. Bon, il y a un moment donné, tout craque. C'est-à-dire, on fait rentrer 500 000 personnes chez nous tous les ans. Donc, il faut bien les loger, ces gens. Voilà. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que c'est en train de se débloquer et c'est un moment plutôt opportun pour investir. En tout cas, c'est pas moins opportun qu'avant. Je n'ai pas la sainte parole, mais pour moi, l'investissement d'aujourd'hui est toujours moins rentable que celui d'hier et plus rentable que celui de demain. Depuis l'après-guerre, depuis 80 ans, on a une évolution des prix de l'immobilier, on a une dynamique. Donc, oui, effectivement, pour faire de l'investissement locatif, pour moi, c'est un moment opportun. Mais comme il y a 1 an, c'est un moment opportun, même il y a 3 ans, c'est un moment opportun. Et je pense que le moment est plus opportun aujourd'hui que dans 2 ans. D'autant plus avec les projets du Grand Paris Express qui vont arriver à terme en 2030, etc., où les prix risquent d'exploser ensuite. Donc, il faut profiter en amont justement de ces projets-là. Tout ce qui nous est permis de faire, il faut le prendre. Il faut prendre aujourd'hui et ne pas reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est sûr. Ce que tu dis, c'est pour la France en général. Est-ce que c'est vrai pour Paris et le Grand Paris? De manière générale, je vais parler de Paris et de ses premières couronnes. Donc, est-ce que c'est ce que tu dis vaut pour les 2 géographies, France et Paris? Ou est-ce qu'il y a des particularités sur ce marché immobilier, Alors, je ne suis pas spécialiste de la France entière et je ne connais pas les tensions locatives dans chaque région. Ce que je sais, c'est qu'il y a un constat. À Paris, en tous les cas, Paris, première, deuxième couronne, quand je dis Paris, c'est vraiment dans sa globalité. On n'arrive pas à loger les gens. Il y a des études, il y a une pénurie de petites surfaces. Il y a plus de logements neufs qui sont en train d'être créés puisqu'ils ont supprimé le Pinel, etc. Donc, il y a une réalité économique qui fait qu'on a une tension locative. Et quand tu mets un appartement en location, ça nous est arrivé la semaine dernière, qui fait 20 mètres carrés, et qu'en 48 heures, tu as 260 dossiers, clairement, tu as envie de te dire que oui, il faut investir. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Et ce sera la même chose dans 1 an, ce sera la même chose dans 5 ans. On est conscient que le marché parisien a une réelle tension locative. Et c'est tout l'objectif final d'un investissement locatif, c'est d'avoir une rentabilité maintenue sur 25 ans.
Donc, je suis intimement convaincu qu'il faut investir aujourd'hui pour avoir un appartement demain qui soit loué dans le temps, avec un locataire qui paye son loyer en temps et en heure. Et donc, via l'attention locative, je vais trouver des locataires très facilement. J'ai un locataire qui s'en va le 2 mars, c'est pas grave. Le 3 mars, j'en ai un autre dedans. Il y a une vraie demande locative, donc effectivement, oui, je suis convaincu de ça. Je te parle spécifiquement de Paris Intramuros. Est-ce que, compte tenu de l'encadrement des loyers, alors l'attention locative, on voit qu'elle est là, effectivement, hein, mais on n'est plus libre de faire ce qu'on veut sur les loyers. Est-ce que, dans Paris Intramuros, est-ce que c'est toujours intéressant d'investir compte tenu des faibles rendements et de ce marché qui stagne? Est-ce qu'il y a toujours des opportunités au sein de la capitale? Alors, je suis très convaincu par le Paris Centre pour plusieurs raisons. On regarde la capitale de Londres, on est à 30 000 € le mètre carré. On est loin à Paris encore. Donc imaginons qu'on se dise, on ne va pas investir à Paris, mais que dans 30 ans, on soit à 30 000 € le mètre carré. Ce serait quand même très dommage. Au-delà de ça, je parle de l'attention locative. L'encadrement des loyers, pour moi, ce n'est pas un sujet. Je n'en ai jamais parlé. Mes clients ne me posent absolument pas les questions puisque on a dans notre système, avec Imavenir, la reconfiguration de l'espace, la rénovation intégrale, suréquiper le bien nous permet de déplafonner les loyers. Je donne un exemple très simple. Un appartement de 20 mètres carrés qui est meublé avec la table de la grand-mère, les chaises de la tante, une peinture un peu défraîchie, le strict minimum de la loi Allure dans un appartement. Et à côté, tu as un appartement où Imavenir a fait investir un client qui a rénové intégralement l'appartement. On a meublé, on a suréquipé le bien. Le sèche-serviette, le porte-brosse à dents, les tapis, les rideaux, la décoration murale, etc. Il est évident que c'est normal d'un côté, on ait un loyer moins élevé que d'un autre, puisqu'on n'a pas du tout la même, qualité et la prestation de service d'un côté et de l'autre. Donc oui, l'appartement qui est meublé très classiquement, avec quelque chose d'assez très basique, effectivement, il va être plafonné sur ses loyers. Par contre, si on a une qualité de prestation supérieure de l'autre côté, on va pouvoir très légitimement déplafonner ce loyer de base et appliquer ce qu'on appelle un complément de loyer. Et crois-moi, il y a énormément de gens qui sont demandeurs, vu le nombre de taudis parfois qu'on voit sur le marché de la location. Et il y a des parents qui sont ravis de parfois mettre 100, 150 ou 200 € de plus par mois pour leur fils ou leur fille pour qu'ils aient un endroit vraiment cosy, bien adapté. On a un appartement, nous, qui va remonter en D, alors que l'appartement du voisin, il est peut-être en F ou en G. Donc, il y a moins de déperdition d'énergie aussi, de consommation d'énergie pour le locataire. Donc ça, c'est un ensemble de choses qui fait que vraiment, les gens nous remercient de faire des appartements de qualité dans lesquels leurs enfants puissent être... bien et confort avec quelque chose de complètement fait à neuf et qui permet de déplafonner les loyers. Et donc, tu me confirmes que lorsque le logement qu'on met en location est convenablement rénové et convenablement meublé, ça vient justifier un déplafonnement. Alors, il y a un flou juridique. La loi dit qu'en gros, tu achètes un appartement qui est situé devant l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, avec une vue exceptionnelle, et l'appartement du voisin a une vue sur la cour intérieure. Effectivement, tu déplafonnes de manière légale ton loyer puisque tu as une vue Tour Eiffel. Ça, c'est le premier moyen légal de déplafonner. Le deuxième moyen, c'est il y a quand même des éléments restrictifs. Je te donne un exemple. Si tu as un vis-à-vis à moins de 10 mètres de ton appartement, même s'il est rénové à neuf, normalement, tu n'as pas le droit de déplafonner. Mais dans un ensemble de choses, que tu as rénové complètement un appartement suréquipé, complètement, un appartement qui a une qualité de prestation supérieure à la moyenne, tu as le droit légalement de déplafonner sans limite de montant ton loyer. Et on a une vraie demande par rapport à ça. Donc, après, tu auras toujours des gens qui te diront « oui, mais je peux prendre le risque éventuellement que mon locataire me dénonce, etc. » Oui, effectivement, n'importe qui peut dénoncer n'importe quoi tout le temps, toute ta vie. Mais à un moment donné, quand tu as une demande et que tu sais que tu as 200 personnes qui sont prêtes à louer ton appartement au prix annoncé, que ça fait 2 mois qu'ils cherchent, ils sont en galère, ils se font recaler des 10, 15, 20 autres appartements qu'ils ont visités, et que toi, tu sélectionnes leur dossier, crois-moi, ils n'ont pas du tout envie de déménager, puisqu'ils ont un appartement qui est au top, refait à neuf, et ils savent qu'ils ont de la chance, qu'ils sont chanceux d'avoir eu cet appartement-là. Donc, crois-moi, ils sont ravis et ils savent très bien pourquoi ils payent 150 ou 200 € de plus que l'appartement des copains, parfois beaucoup, beaucoup moins bien agencé et moins bien rénové, etc. Donc, le risque zéro n'existe pas.
On est sur quelque chose de... Voilà, la loi dit qu'on a le droit de déplafonner les loyers. Maintenant, on n'est pas à l'abri, effectivement, d'avoir un locataire qui, effectivement, puisse essayer d'embêter son propriétaire. Ça fait partie du jeu, mais c'est pour ça qu'il faut choisir son locataire. Et c'est tout l'objectif d'avoir énormément de demandes pour choisir un bon dossier, des bons garants, etc. Et ça implique d'avoir un beau produit et une bonne rénovation, quoi. Ah, tout à fait, c'est très important. Une bonne reconfiguration de l'espace. On est dans des petites surfaces, hein. On est entre 14 et 25 mètres carrés en moyenne. C'est des petites surfaces, il faut bien les agencer, bien les rénover. Je donne des exemples. On va mettre des grandes glaces, par exemple, pour donner du volume à la pièce. J'ai des clients qui me disent, il faut mettre absolument une table à manger, un bureau, machin. Mais non, il faut garder de l'espace, il faut que les gens se sentent à l'aise, il faut essayer de garder du volume malgré la petite surface. Donc, il faut essayer de trouver les bons éléments aux bons endroits qui font que ça rend l'appartement cosy, agréable à vivre, même dans des petites surfaces, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, pour investir dans Paris, je ne parle pas de la première ni de la deuxième couronne, est-ce qu'il faut avoir un gros patrimoine, un gros profil financier, ou est-ce qu'on peut commencer avec des budgets plus limités? Est-ce que c'est réservé aux riches, Paris, intramuros? Alors, oui et non. Effectivement, si je vais rue Saint-Jacques dans le 5e ou rue Mazarine, oui, dans le 6e, évidemment, je vais payer 15 ou 18 000 euros le mètre carré. Donc, je vais louer le même prix. Mon 20 mètres carrés, je vais l'acheter 18 000 euros le mètre carré ou 15 000 euros le mètre carré. Je vais louer le même prix qu'au Batignolles. Il y a une question de surface. Donc, effectivement, forcément, les personnes plus aisées, elles vont peut-être aller dans ces quartiers-là, mais la rentabilité, elle sera moins importante. J'aurai une moins bonne rentabilité dans Paris Centre que dans d'autres quartiers parisiens. Donc, c'est pas forcément réservé aux ultra-riches, pas du tout. J'ai des clients qui ont 30 000 euros d'apport et qui font un crédit et qui investissent dans Paris. Royal. D'ailleurs, si on fait un arrêt sur image quand même sur l'investissement locatif, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Quand on parle les gens souvent veulent du cash flow. Moi, ils m'appellent en disant, parfois ça arrive en disant, je veux du cash flow, je vais gagner 500 euros par mois, puisque vous comprenez, si je gagne 500 euros, ma banque va être contente, je vais pouvoir multiplier les investissements et je vais en faire comme ça dit, et dans 10 ans, et je suis rentier. Alors attendez, cher monsieur, expliquez-moi comment vous avez appris ça. Ah sur Internet, j'ai vu ça, j'ai lu, etc. J'ai fait des formations, j'ai payé 2000 euros une formation. Génial, ok, super. Bon, cette personne-là, personnellement, elle ne suit pas du tout le bon chemin. Faut quand même se dire que c'est une chance folle de se dire je veux acheter un appartement. Je n'ai pas les sous. J'ai un appartement qui vaut 200 000 euros. Toc, 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 bonjour monsieur le banquier. Est-ce que vous pourrez me prêter de l'argent? Oui, très bien. Vous mettez 10%. Ok, j'ai 20 000 euros, je mets 20 000 euros. C'est le banquier qui va donc donner de l'argent à un vendeur. Cet argent ne t'appartient pas. Et tu as un locataire qui va, donc une personne tierce qui va payer ta banque en remboursement des traites et du crédit mensuel. Et toi, pendant ce temps-là, tu es dans ton fauteuil et tu n'as pas déboursé d'argent. Tu as une personne qui paye ton banquier qui a payé le vendeur. Et au bout de 20 ans, ton crédit est remboursé, tu as acheté 100 000, ça a valorisé, puisque tu es dans une belle zone géographique qui a pris de la valeur, ça vaut 180 000, tu te frises les moustaches et du coup, tu n'as mis quasiment pas un centime et tu as un bien qui vaut 180 000 euros. Quel est le moyen, l'effet de levier en France aujourd'hui ou dans le monde d'ailleurs, qui te permet de faire ça? Il n'y en a pas. Tu vas pas aller voir ton banquier pour dire « Monsieur le banquier, prêtez-moi 300 000, je veux mettre sur une assurance vie à 5%. » Il va te rironner, il va dire « Non, vous avez des fonds personnels, mettez vos 30 000 euros de fonds personnels à 5% et ouvrez votre assurance vie. » Donc, il faut quand même prendre conscience qu'on a une force complètement folle. L'investissement locatif fait par l'effet de levier bancaire est un moyen très fort de gagner de l'argent et de se constituer un patrimoine et, in fine, de gagner de l'argent. Mais c'est tout trop vite, c'est tout de suite. Les gens veulent le tout de suite, tout trop vite et ils veulent tout de suite gagner de l'argent et du cash flow. Non, laisse ton argent rouler et dans 20 ans, tu es propriétaire d'un appartement qui t'aura finalement rien coûté. Alors, c'est dans l'idéal et l'objectif d'un investissement locatif, c'est pour ça qu'on te fait dans Paris, parce que je veux que mes clients oublient qu'ils ont fait un investissement locatif. Je veux que la personne, quand elle fait sa déclaration d'impôt, elle se dise « Ah, j'ai acheté à Colombes, c'est vrai, j'ai un appartement à Colombes et tous les mois, j'ai des loyers qui rentrent. » Je synthétise, mais l'objectif, c'est ça. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est que l'investissement, c'est un placement financier à part entière. Il faut le moins d'ennuis possible, le moins de problèmes de copro, le moins de problèmes de locataires, le moins de problèmes de travaux, le moins de problèmes. Tout ça, ça prend du temps, c'est angoissant. C'est fatigant, on dort mal la nuit parce qu'on a un locataire qui ne paye pas, parce qu'il faut appeler l'huissier, il faut le mettre dehors, etc.
Ce que je veux, moi, c'est ce risque-là, je veux le réduire à néant. Et que mon client, à la fin, au bout d'un an, il se dise « Ah, j'ai gagné 15 000 euros cette année grâce à mon investissement locatif. » Ou « J'ai gagné, mes 15 000 euros rembourse mon crédit. » Mais je l'ai oublié. Et ça roule tout seul. Mais pour ça, il faut un bon emplacement. Il faut un maximum de demandes locatives pour pouvoir choisir un locataire au premier choix qui paye bien. J'ai pas de soucis, j'ai fait mes travaux, je suis tranquille pour les 25 prochaines années et je l'oublie. Et c'est ça l'investissement locatif réussi, c'est ça. Tu as réalisé plus de 500 opérations dans le Grand Paris. Tu vas commencer à répondre à ma question. C'est quoi, sur ces 500, une bonne opération? Est-ce que tu peux me décrire à quoi elle ressemble, cette bonne opération? Tu es satisfait de ton investissement, ton client est satisfait qu'en quoi? C'est quoi les critères? Alors, tu peux aller sur le site Imavenir et regarder les réalisations parce que je suis satisfait des opérations que je fais faire à mes clients, en ce sens que je suis parti sur un idéal, non pas de volume, mais de qualité. Donc, je suis et mes chasseurs immobiliers sont intimement convaincus et persuadés, quand ils présentent un projet à un client, que c'est le projet qui leur convient et qui va fonctionner. Et aujourd'hui, je pense que s'il y a des critères spécifiques, c'est la localisation géographique, c'est d'être à proximité des transports. Les Anglais disent il y a 3 règles, c'est location, location, location. Donc je suis intimement convaincu que si on est dans une zone dynamique à forte tension locative, à côté des universités, et qu'il y a une demande locative forte, une tension locative, eh bien effectivement, c'est un projet locatif réussi. Donc nous, on essaye toujours, avec les critères de nos clients souvent me disent je veux être à moins de 10 minutes des transports. Rassurez-vous, cher monsieur, c'est un critère qu'on prend d'office en considération. Et je ne vais pas vous emmener au fin fond de la campagne. Puis pourquoi? Parce que je n'aurai pas assez de tension locative. Et ce qui fait souvent défaut, c'est des clients qui sont obnubilés par la rentabilité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis fier de dire que les clients ne me parlent jamais de rentabilité. Ils ont compris que l'objectif d'Imavenir, c'est de se constituer un patrimoine, c'est un placement financier à part entière. Et le client qui me parle de rentabilité très fort, j'en ai évidemment, qui veulent aller chercher du 7, 8, 9% sur de la coloc, etc., parce qu'ils ont un profil risque un petit peu plus dynamique. Mais ils ont quand même cette perspective de dire je veux limiter mon risque et ça sert à rien d'aller chercher du 12, 13% comme certains peuvent vendre dans certaines villes de France, parce qu'on sait très bien que ça va retomber à néant. Il suffit que j'ai un locataire qui ne paye pas pendant un an, ma rentabilité, elle est éclatée. Hein. Un huissier, un machin, un gars où il faut refaire le logement en intégralité. Bon, ma rentabilité de 13% sur le papier, elle est éclatée. Donc, il faut sécuriser. C'est beaucoup d'argent. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, voilà, je pense qu'il faut trouver les bons biens et la localisation géographique est importante. Est-ce que on entend souvent, quand tu fais un investissement locatif, il ne faut pas mettre d'affect, on parle d'un placement. N'essaye pas de te projeter dans ce que tu vas acheter, c'est pas pour toi, c'est pour ton locataire. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça, toi, ton credo. J'ai l'impression que, ne serait-ce que quand on parlait du plafonnement des loyers, tu parles d'un endroit avec des hautes prestations. Est-ce que tes investisseurs, eux, ils se projettent dans ce qu'ils achètent, ou est-ce que tu leur dis attention, c'est pas le sujet? Alors, c'est un juste milieu. C'est un juste milieu. Il y a 2 choses. Je suis convaincu qu'il faut complètement se détacher psychologiquement. Il faut acheter 4 murs dans un endroit stratégique. Après, ce qu'on fait à l'intérieur de l'appartement, effectivement, moi, je vais mettre de l'affect. Mon architecte met de l'affect pour décorer, pour meubler, pour équiper. Là, on va faire jouer le client sur une couleur de crédence, une couleur de mur, ce genre de choses qui vont un peu personnaliser le bien. Moi, j'ai trois styles de mobilier, j'ai 3 tendances, je vais choisir l'une des 3 tendances. Ça ne changera rien au final, il sera loué le même prix l'appartement, que je prenne scandinave, industriel, contemporain, c'est la même chose. C'est plus un goût personnel. Donc, on implique le client par un goût personnel non genré pour que ça plaise autant aux garçons qu'aux filles. Voilà, ça, c'est la première chose. Donc, pour moi, il ne faut absolument pas mettre d'affect quand on achète l'appartement. Une visite d'appartement, ça dure 2 minutes et c'est 4 murs. Et c'est un emplacement géographique. Comment c'est fait? Les charges de copro. Ça sert à rien d'aller avec double ascenseur, gardien dans un immeuble, payer 250 € de charges par mois. L'appartement d'à côté, dans l'immeuble d'à côté, qui n'a pas de gardien et au 7e étage, tu loueras le même prix, ton appartement. Le même prix. Un rez-de-chaussée sur cour, tu loueras le même prix qu'un 3e étage vu avec une belle vue. Le même prix. Allez, à 50 € près, ça se joue à 50 € près. Donc, moi, je suis persuadé qu'il faut
Non, justement, il ne faut pas mettre d'affect. Il faut bien réaliser la prestation intérieure, mais il ne faut pas mettre d'affect quand on fait le choix de l'appartement, quand on achète l'appartement. Il faut acheter un prix au mètre carré. Et surtout, il y a un point essentiel, c'est qu'il ne faut pas acheter trop grand. Alors là, je donne un tips aux gens. J'essaie de les aider. Mes clients, je leur dis, n'achetez pas trop grand. Les gens pensent que plus ils achètent grand, plus ils louent cher. C'est faux. J'ai un T2 de 25 mètres carrés à Paris versus un T2 de 25 mètres carrés à Paris versus un T2 de 30 mètres carrés. Génial, j'ai acheté 5 mètres carrés de plus. On pourrait se dire, ok, je vais louer 50 € de plus par mois. Très bien. Je gagne 600 € de plus par an. C'est bien. Mais j'ai investi à 10 000 € le mètre. J'ai acheté 50 000 € de plus versus 600 €. Combien d'années il va me falloir pour rembourser mes 600 €? 90 ans. Dans 90 ans, mon 30 mètres carrés sera plus rentable que mon 25 mètres carrés. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est des choses que l'on maîtrise, qu'on essaye d'inculquer à nos clients. J'ai des clients qui me disent, moi, je veux pas de petite surface. Et j'essaye de leur faire comprendre que plus la petite surface et plus la surface est petite, mieux c'est. Un 14 mètres carrés, c'est une surface idéale. C'est des étudiants, c'est des jeunes actifs. Faut pas se projeter soi-même. Et on a tous été étudiants, on a tous vécu dans des petits appartements. Sur les 500 opérations que tu as menées, il y a forcément eu des ratés. Tu as une expérience forte. Est-ce que tu peux nous parler des zones de risque quand on investit à Paris ou dans le Grand Paris? Est-ce qu'il y a des points de vigilance sur lesquels il faut être particulièrement alerte? Je pense que le point de vigilance, il est dans le choix du locataire. La finalité, c'est quoi? C'est que c'est cette personne tierce dont on parlait tout à l'heure qui va payer mon banquier, en quelque sorte. Donc, il faut que cette personne, elle soit solvable. Il faut que cette personne, elle ait les capacités financières de payer et le plus longtemps possible les traites bancaires. C'est ça la finalité du projet. Sinon, mon projet coule et c'est moi qui dois tous les mois payer mon banquier et rembourser mon crédit. Donc, pour faire le choix du locataire et limiter le risque, le plus gros risque, c'est de se tromper sur un locataire. Donc, pour ne pas se tromper sur un locataire, il faut que j'en ai beaucoup. Il faut que j'ai du choix. Quand je suis au fin fond de l'Allier, à Moulins, et que je mets une annonce et qu'au bout de 3 mois, j'ai un locataire qui se présente, ça m'est arrivé, je le sais, je sais ce que c'est. Et qui a un dossier très border, qui est en CDD, mais bon, période d'essai, nanana. Tu te dis, si je le valide pas lui, combien de temps il va me falloir pour percevoir un loyer? Donc, tu le prends à tes risques et périls. Et 9 fois sur 10, ça ne loupe pas. Eh bien, ce sont des locataires qui ne sont pas sérieux, qui ne payent pas leur loyer en temps et en heure, que tu es obligé de relancer tous les mois. Tu es obligé de faire les huissiers. Parfois même, ils partent sans prévenir. Tu n'as plus de nouvelles pendant 3 mois. Et du coup, tu as une procédure très lente en France qui t'interdit de rentrer dans le logement, de faire venir un serrurier. Donc, c'est une procédure d'huissier. Il n'y a plus personne, tu le sais, dans le logement depuis 3 mois, mais il faut que tu attendes quasiment 9 mois pour pouvoir rentrer dans le logement, voir dans quel état il est, refaire les travaux, remettre un locataire. C'est l'enfer. Et il y a des gens qui se sont fait complètement piéger avec ça. Donc, le plus gros risque, c'est de ne pas choisir le bon locataire. Pour limiter ce risque, il faut avoir 200, 30, 40, 50 dossiers pour choisir quelqu'un qui paraît sérieux, qui paraît sur le dossier être sur la même longueur d'onde que soi-même, avec des bons garants, avec des cautions. Voilà. Après, le risque zéro n'existe pas. On en revient toujours au même, mais on limite ce risque. Voilà. Un investisseur qui aurait peur du risque, qui veut pas prendre de risque, qui veut un investissement patrimonial dans le Grand Paris, qu'est-ce que tu lui conseilles comme quartier à Paris ou comme commune dans le Grand Paris? Je considère que j'ai 129 communes qui sont touchées de près ou de loin par le Grand Paris Express. Donc, ces projets, on sait ce qu'il en est. Aujourd'hui, ça y est, on commence à avoir les premières lignes de métro qui sont arrivées, Orly, Paris, etc. C'est le 5e plus grand chantier du monde. Voilà, donc qui se termine normalement en 2030, si pas de retard, mais on sait que dans les travaux, il y a souvent du retard. Donc, on verra bien. Donc, pour moi, je n'ai pas de quartier privilégié. Je dirais que toutes ces communes qui sont touchées de près ou de loin par le Grand Paris Express sont bonnes à l'instant T pour la tension locative, mais aussi avec une perspective de plus-value à la revente dans quelques années. Je suis intimement convaincu, par rapport à d'autres villes françaises, que le Grand Paris va permettre d'avoir une évolution de prix dans les années à venir, jusqu'à notamment 2030,
Et un appartement qui vaut peut-être 100 000 euros aujourd'hui, il aura peut-être pris 30, 40, 50% de plus-value d'ici 5 à 7 ans. C'est possible. Évidemment, il y en a pour tous les goûts. On peut aller dans des zones très safe, très patrimoniales, 92, Puteaux, Levallois, Neuilly, ici les Moulineaux, Boulogne, etc. Ça, c'est l'investissement dit bon père de famille, rentabilité sécurisée, voilà, très classique. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Paris intramuros, effectivement, je peux aller dans des quartiers, je vais pas forcément à la Goutte d'Or, hein, voilà. Quand bien même ça se fait, il y a des clients qui vont dans ces quartiers-là. Moi, c'est pas trop ma clientèle. Ils ont plutôt un profil assez sécure, donc je les emmène dans des quartiers plutôt plus safe. Mais je les emmène pas non plus au milieu du Marais, dans des appartements qui sont trop chers, puisque je le disais tout à l'heure, le prix de location, il sera exactement le même. Que je sois dans le 17e, dans le 15e ou dans le 6e, à quelques dizaines d'euros près, pardon. Donc, après, il y en a pour tous les profils, pour tous les goûts. On va du studio de 14 mètres carrés à la coloc de 100 ou 150 mètres carrés à Massy, à Palaiseau. Ça sont des zones très dynamiques. C'est pas sexy sur le papier, mais on va être dans des immeubles des années 70. On va acheter un T3 qu'on va refaire en T5. Génial, je dope ma rentabilité. Là, pour la personne qui veut vraiment essayer d'aller gratter quand même un peu de rentabilité, puisque mine de rien, on essaie de placer son argent au mieux, ça fonctionne extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que j'ai de la tension locative, j'ai énormément d'universités, etc. Mais donc, un client qui vient de voir, qui dit, bon, en gros, j'ai un apport, j'ai un revenu confortable, je veux un investissement patrimonial, faites votre job. Tu vas pas raisonner tu vas pas lui dire, bon, c'est dans cette commune-là qu'il faut aller. Tu vas fonctionner à l'opportunité. Tu as tes 129 communes et en fonction de ce qui tombe dans le mois pour lui, tu iras ou tu iras pas. C'est comme ça que ça marche. Non, alors oui et non. Oui, sur le papier. Sur le papier, moi je leur explique, je leur dis, cher monsieur ou chère madame, vous avez en effet un panel qui vous est offert, qui fait qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir énormément de communes, donc beaucoup de choix. Maintenant, on va voir vos critères. Donc, on jauge, on voit si la personne a plutôt un profil très risqué, plutôt un profil très justement très sécure, des copropriétés. Il y en a qui me disent, moi je ne jure que par l'haussmannien. Bon, on va oublier d'aller à Saint-Denis, hein, clairement. Donc après, on adapte. Et parfois, ça nous arrive, et c'est bien aussi de se dire, on a une dizaine de communes ou 5 communes qui nous permettent d'aller cibler l'appartement. Et puis parfois, je vais appeler mon client en disant, ça c'est une commune dont on n'en avait pas parlé, où le chasseur va dire, voilà, j'ai une opportunité qui est tombée, elle reprend l'intégralité de vos critères. Néanmoins, c'est une commune qu'on n'avait pas forcément évoquée au début, mais voilà, elle a tel et tel atout. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Moi, je fais du sur-mesure, donc je m'adapte à mon client. Si mon client me dit non, moi je reste focus, ok, très bien. Je te prends un exemple très concret. J'ai un client, pas plus tard qu'hier, qui voulait du Levallois. On lui trouve un appartement premier étage au-dessus d'un petit restaurant à Levallois. Le prix est excellent, mais vraiment très très bon prix. Plutôt décoté, c'est une petite bombe atomique. Le client, on lui propose le produit et il ne se positionne pas dessus en me disant non, parce qu'il y a un restaurant juste en dessous. Très bien, cher monsieur, pas de problème. Je lui dis, c'est votre choix. C'est pas mon. Si c'était moi, si je vous le présente, c'est parce que moi, je suis intimement convaincu. Si j'avais l'argent pour le faire, je l'achèterais cet appartement. Mais c'est votre choix, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes. Par contre, sachez que le prochain appartement que je vais vous présenter, il me dit, je veux un deuxième ou troisième étage. Le deuxième ou troisième étage du même immeuble, il est 25% plus cher ou 20% plus cher. Et j'aurai le même prix de location et j'aurai la même tension locative et j'aurai un locataire pendant les 25 prochaines années. Donc, c'est votre choix. Vous n'allez pas y vivre. C'est mettre un locataire, donc une personne, un étudiant, un jeune actif dedans. C'est votre choix. C'est là où il ne faut pas mettre l'affect. Et c'est là où il ne faut pas mettre l'affect. Pour moi, c'est une erreur de ne pas le faire. Mais si c'est son choix et qu'il est plus serein et qu'il dort mieux la nuit, grand bien lui fasse. Par contre, ce que je lui ai dit, c'est qu'on n'aura pas la même rentabilité. Il faut être conscient de ça. Vous allez... Certes, vous n'avancez pas sur ce projet-là. Ce sera un autre projet qui sera peut-être au deuxième, au troisième, comme vous le souhaitez. Par contre, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Forcément, il y aura une compensation. Et la compensation, elle est financière. Voilà. Mais c'est tout simplement. Je repose ma question un peu différemment. Si je te dis, j'ai mon apport, j'ai ma situation personnelle, je ne veux pas en entendre parler, Mathieu, c'est toi le professionnel, c'est toi qui sais où il faut aller. Tu te débrouilles, tu n'as pas besoin de mes avals, c'est toi qui prends la décision, tu me fais investir où? Quelle question! Tout dépend de ton budget.
Tout dépend de J'ai 30 000 euros d'apport, par exemple. J'ai 30 000 euros d'apport. Et tout dépend de ta capacité d'endettement. Allez, on va dire que tu as 250 000 euros. Oui, voilà, mettons, voilà, exactement. La banque te prête 200 000, voilà, tu as 50 000 euros d'apport. Tu as un budget de 250 000. C'est là où tu vas raisonner à l'opportunité. Est-ce que c'est là où tu vas dire, en fait, ça dépend. Je suis incapable de dire. Je pourrais très bien, je peux te citer 40 communes, 50 communes. D'accord. Donc c'est là où ça dépend de l'opportunité du moment. Mais évidemment. D'accord. Et l'opportunité, il faut aller la dénicher, il faut aller la chercher. C'est un travail du quotidien. Évidemment, il y a des quartiers qu'on connaît qui sont bien, il y a des quartiers mieux que d'autres. Ça pourrait être quoi, par exemple? Est-ce que tu as un exemple? Ça pourrait être quoi, typiquement, dans ce que tu vois passer? Ça pourrait être quoi? Si je te dis ce que tu ferais pour moi, ça pourrait être quelle commune? Ça pourrait être là, comme ça. Ça pourrait être. J'ai pas fait ta découverte. Il y en a tellement. J'ai pas fait ta découverte, donc je sais pas si tu veux aller chercher plutôt de la sécurité, si tu veux de la rentabilité. Mais c'est vrai que le 92 est une zone assez sympa parce que t'es le compromis entre Paris et la deuxième couronne parisienne. Donc tu as l'avantage de la tension locative parisienne tout en ayant des prix un peu moins importants. Et donc forcément, c'est des projets assez intéressants. Oui, effectivement. Le 92, dans sa globalité, est un département assez intéressant pour investir. Mais il ne faut pas jurer que par le 92. On en fait beaucoup parce qu'on a des profils CSP+, etc. qui veulent cette sécurité. Voilà, il y a la proximité de la défense. Mais le 94 est une super zone pour investir aussi. Tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est moins patrimonial. Mais je pense que le 94, tu as beaucoup plus de perspectives de plus-value à court terme que dans le 92. J'en suis intimement convaincu. Une coloc à Massy, dans un immeuble des années 70, je pense ou proche d'une nouvelle gare du Grand Paris Express, je pense qu'elle peut faire 50% de plus-value en 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans. D'accord. Alors qu'à Boulogne, probablement pas. Est-ce que là, tu as 3 communes pépites à me donner comme ça là, tu veux vraiment me faire donner des communes? Des petites pépites. Je peux donner des communes sur lesquelles on investit, nous, beaucoup. Mais ce n'est pas pour autant que ce sont les seules communes. D'accord. Mais c'est vrai que une commune comme Clichy, ça ne fait pas rêver sur le papier. Clichy, il y a 40 ans, c'était un coupe-gorge. Tu y allais pas. Hein. C'est comme les Batignolles, tu passais la voie de chemin de fer, c'était un coupe-gorge. Donc Clichy, c'est une ville qui a pris 51% de plus-value en 5 ans. Il y a du potentiel encore. Il y a encore du potentiel, j'en suis convaincu. Alors, moins qu'il y a eu, probablement, quoique on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas. Mais Clichy, c'est une ville dans laquelle il y a une vraie dynamique, qui est en train de se transformer. Saint-Ouen, c'était pareil. Moi, j'ai travaillé à Saint-Ouen en 2009-2010. Saint-Ouen, le soir, chaud. Saint-Ouen, maintenant, c'est une ville qui s'est complètement transformée. Asnières, c'est une ville qui est en train de complètement se transformer. Ça va devenir le petit Levallois demain. Le centre-ville d'Asnières, ça devient luxe. Il y a des grandes entreprises de renom qui sont en train de s'implanter. Ça devient luxe. Donc, il faut s'ouvrir, en fait. Il faut être ouvert. Il faut essayer de penser à demain. Moi, ce que je considère, c'est que la personne qui me dit, voilà, Mathieu, je vous donne, vous avez toute ma confiance. J'ai un budget de 250 000, etc. Je fais évidemment sa découverte pour savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Je ne me mets pas de frein. Je peux très bien avoir une super opportunité à Bondy. Je peux avoir une très bonne opportunité à Saint-Maur-des-Fossés. Je peux avoir une bonne opportunité à Alfortville. En fait, ça va dépendre de l'opportunité. Tant que j'ai une tension locative, je suis à proximité des transports et que j'ai des gens qui vont toquer à la porte pour louer l'appartement, ça reste une bonne opportunité. Et est-ce qu'il y a des fausses bonnes idées en Ile-de-France? Est-ce qu'il y a des villes, a priori, dont on entend parler, des communes dont on entend parler, et en fait, toi, tu constates qu'il ne faut pas y aller pour diverses raisons, où vraiment toutes les communes peuvent avoir un intérêt? Oui, alors, évidemment, on ne va pas se voiler la face. Il y a des communes... moi, j'y mettais pas. J'ai pas d'enfants, mais si j'avais des enfants, j'y mettrais pas mes enfants. Et il y a des quartiers, j'y mettrais pas mes enfants. Et moi, j'ai envie que mes enfants ils puissent rentrer le soir à 10h, à 11h du soir, sereinement, sans risquer quoi que ce soit. Donc, il y a évidemment des quartiers que je vais éviter, et pour mes clients, en fait, de fait. C'est-à-dire que même des clients qui ne me le spécifient pas forcément dans l'entretien, je vais occulter ces quartiers-là, ces villes-là, parce que certes, il y a peut-être un potentiel, certes, il y a peut-être des bonnes opportunités, mais il n'y a pas de tranquillité. Il n'y a pas de tranquillité. Et moi, quand j'investis, je le disais tout à l'heure, je veux oublier mon projet. Et pour oublier mon projet et que mon locataire paye tous les mois, etc., je veux avoir le moins d'ennuis possible. Il faut quand même aller dans des zones safe. Et effectivement, il y a certaines villes et certains quartiers d'office, notamment du 93, que je vais occulter. Voilà.
Quel conseil tu donnerais à un ami, par exemple, qui souhaite investir dans le Grand Paris? En quelques mots, hein. Quelle typologie d'appartement? Quelle surface? Quel schéma fiscal? Quel type de location? Est-ce qu'il y a un peu un produit qui marche à tous les coups? Oui, alors, tout se fonctionne. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, tous les projets, je pense que réellement, hein, et le plus sincèrement possible, je pense que tous les projets que j'ai fait réaliser à mes clients sont des projets safe et sécurisés où on limite en tous les cas le risque. Donc, ça va dépendre du budget, ça va dépendre de ce que recherche la personne, mais on va dire un projet classique, studio T2, entre 200 et 300 000 euros, bien situé, proximité transport en commun, petite surface, pas trop de mètres carrés, bien reconfiguré. J'achète un studio, je le transforme en 2 pièces si je peux. Ça, c'est Royal au Bar. Colo meublé en LMNP? LMNP, location meublée, bien suréquiper le bien, le refaire à neuf intégralement. La fiscalité, très important. Refaire des travaux, très important de faire des travaux. Il y a plusieurs aspects. 1, la tranquillité, évidemment. 2, déplafonner les loyers, puisqu'il faut quand même avoir une qualité de prestation supérieure. Et donc, un appartement complètement rénové, ça. Donc, la tranquillité, la qualité de la prestation, la rénovation, donc pour le prix de loyer, pardon, pour le loyer. Et la fiscalité. La fiscalité est très importante. Plus je vais faire de travaux, plus je vais amortir l'intégralité de mes travaux dans le temps. Donc, c'est pas très grave, en fait, d'avoir un montant de travaux important, puisque ça va me permettre d'être exonéré d'impôts le plus longtemps possible. Mes clients, dans leur globalité, sont exonérés d'impôts pendant 10 à 12 ans. C'est énorme. 0 d'impôts. On est en France et tu payes 0 d'impôts. Normalement, tu te dis, il y a un bug, c'est pas possible. Si, c'est possible parce que y a ce système fiscal d'amortissement comptable. On amortit le prix du bien, une grosse partie du prix du bien, le montant des travaux, le montant du mobilier, le montant des plans d'architecte. On déduit 100% des honoraires notaires, on déduit 100% de mes honoraires. Tout ça, ça crée de la charge fiscale négative et donc une exonération d'impôts. Donc les travaux sont très importants. Donc si j'avais une personne, si je lui dis fais un bon investissement, tu achètes une petite surface, dégradée, éclatée dans l'ancien, du F, du G. Plus l'appartement est dégradé, mieux c'est. Donc tu vas acheter un appartement en G avec un DPE le plus flingué possible, pardonne-moi l'expression. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu vas l'acquérir sur un bon prix, meilleur que l'appartement en D au même palier, ça c'est une évidence, puisqu'il attire bien moins d'investisseurs. Donc achète du G, fais des travaux de rénovation, éradique l'état de passoire énergétique par la rénovation énergétique que tu vas faire dans ton appartement, tu mets un locataire dedans et là, tu es Royal au Bar. Pour moi, ça c'est pépite. J'ai acheté des appartements, des 4 murs, mais vraiment quand je dis 4 murs, des trous, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien, il n'y a plus de plancher, c'est un taudis. J'ai même des appartements, ça nous est arrivé. Les gens sont morts et ils n'avaient pas d'héritier et ils sont restés morts très longtemps dans l'appartement. Donc autant te dire que ces appartements-là sur le marché, ils sont très durs à vendre. Parfois, tu rentres dans des trucs, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais ce sont les meilleures opportunités. Est-ce qu'il y a encore des opportunités dans la location saisonnière, dans le Airbnb? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est un conseil que tu peux donner à un client? Pour moi, le Airbnb, c'est un effet pchit. C'est pas du long terme. Alors, la personne qui veut tenter de faire un peu d'Airbnb avec les quelques années, peut-être quelques mois, quelques années qui nous restent à faire du Airbnb, why not? Il peut le faire. Par contre, de choisir un projet parce que je vais faire du Airbnb dedans et que je me dis je ne peux faire que ça, alors là, c'est une erreur énorme. Faut penser long terme. Faut penser après-demain. Faut penser plan Z. On peut avoir son plan A, son plan B et se dire allez, en plan A, je fais un peu d'Airbnb, mais il faut toujours penser au plan B, au plan C, au plan D. Pour moi, d'ailleurs, il y a de plus en plus de restrictions. Ça y est, Paris, plof, on est redescendu d'un échelon. On n'a plus le droit de louer, je ne sais plus combien de nuits, mais enfin, c'est ridicule maintenant. Ça devient complètement ridicule. Donc aujourd'hui, non, il faut penser autrement. LMNP, il faut penser bail mobilité, quelque chose dont on entend peu parler. Bail mobilité, ce sont des baux d'1 mois renouvelables jusqu'à 10 mois. Ça fonctionne bien puisque ça laisse, en fait, on sait d'avance quand va partir le locataire. Donc, on peut anticiper l'avenue d'un autre locataire. Ça se loue beaucoup à des expatriés, ça se loue à des entreprises. Tu peux avoir L'Oréal, Vuitton, etc. qui louent ton appartement pour leurs salariés.
pour une durée parce qu'ils ont un expat qui vient pendant 3 mois et ça leur coûte moins cher qu'un hôtel à temps plein ou un Airbnb d'ailleurs. Donc, Buy Mobilité, très, très intéressant. On en entend assez peu parler. Pour moi, c'est le bon combo entre la longue durée et la très courte durée. C'est la même fiscalité que le LMNP. C'est beaucoup plus flexible. On peut reprendre son bien. Attention, on peut se dire, bah voilà, moi je sais que j'ai un contrat le 30 mai, par exemple, j'ai mon locataire qui s'en va. Et ben voilà, on a la date d'échéance. Et donc, si on veut en remettre un dedans, on peut dès le mois d'avril remettre l'annonce en ligne. Alors que on sait très bien que c'est un mois de préavis, sinon, classiquement, quand un locataire s'en va. Donc, on a un petit peu moins de temps. Voilà. Est-ce que, on entend dire aussi, et on comprend facilement pourquoi, qu'une bonne opportunité, elle se fait à l'achat, c'est quand on n'achète pas cher, qu'on prend les garanties de ne pas faire une bêtise. Est-ce qu'on trouve encore des biens off-market à Paris? C'est un marché quand même qui est saturé. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous en trouvez? Est-ce que c'est une réalité terrain? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. C'est une réalité. Alors, beaucoup, maintenant, ça se fait rire parce que sur tous les sites, on fait que du off-market. J'aimerais faire que du off-market, si seulement je ne pouvais faire que du off-market. Donc, il y a un côté marketing. Hein. Il y a beaucoup de sociétés qui jouent sur l'off-market en disant, oui, mais il y a une réalité. Mais l'off-market, quand tu existes depuis 3 mois, tu n'as pas de off-market. Hein. Le off-market, ça se fait sur le long terme. C'est avec tes apporteurs d'affaires, la confiance. Tu as fait une première opération qui s'est bien déroulée. Ton porteur d'affaires te fait confiance et c'est là qu'intervient l'off-market. Il t'appelle, il te dit, allô, Amaury, donc il appelle ton chasseur, allô, Amaury, écoute, j'ai un appartement, je signe le mandat demain, je vais le mettre en vente, est-ce que ça t'intéresse? Il est à tel prix, telle surface, situé à tel endroit. Amaury, il regarde dans son fichier client, il fait sa petite analyse, ça prend 10 minutes. Oui, ça marche, ça roule, hop, il va voir l'appartement et là, il fait l'offre et il a un accord avec son agent immobilier qui dit, tu me le gardes au chaud 24 heures, ou même 12-24 heures, le temps que je positionne mon client. Et voilà, et l'opération se fait comme ça. Donc ça, c'est du vrai off-market. Et on l'a sur un bon prix, c'est-à-dire que le marché du grand public n'a pas connaissance de ce bien-là. Il s'est vendu sous le manteau, façon de parler, mais il s'est vendu de manière privée. Et c'est ça qui fait qu'on a des bonnes opportunités. Donc ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que nous, ça nous permet, il y a une confiance avec l'agent. Et l'agent, s'il a un mandat exclusif, c'est génial parce que ça nous permet de positionner un client, d'avoir le temps de le positionner, de positionner le client. Si le client ne se positionne pas dessus, d'en positionner un autre éventuellement qui a les mêmes critères d'investissement. Donc ça, c'est génial. Et on a les meilleurs produits en off-market. C'est évident. C'est très difficile. Faut savoir, en immobilier, quand on ne fait pas de off-market, et il y a beaucoup de produits qu'on ne fait pas off-market. Il faut savoir que c'est un métier de terrain. Tu dois être sur le qui-vive du matin au soir. Tu es en train de manger ton sandwich, une annonce qui tombe, tu poses ton sandwich, tu vas visiter le bien. Si tu es sur le podium, ça ne sert à rien d'être sur le podium en immobilier. Si tu es 2e ou 3e, tu as perdu. C'est comme si tu étais 25e. Il faut être premier. Tu visites l'appartement. Si tu n'es pas premier à le visiter, premier à faire l'offre, tu perds. Tu perds. Donc, si tu es 2e, tu as perdu. Il faut être le premier. Donc, pour faire ça, il faut être au taquet, il faut être sur le qui-vive et il faut aller visiter les biens en priorité, jouer des coudes, être très, très, très réactif. Et c'est ce qu'on demande à nos clients. Mes clients, ils tirent dans la journée. Ils sont formatés. On leur présente un bien à 10h le matin. Il faut qu'à 20h le soir, j'ai une réponse. Si à 20h le soir, j'ai pas de réponse, on switch. C'est que le client, il n'est pas prêt, il n'est pas mûr. Il faut dégainer. Ou alors... Très bien, il met 48, 72 heures, il veut le visiter, etc. Je ne le positionne pas du tout sur le même type d'opération. C'est des opérations moins liquides, moins rentables, moins bonnes. Un bien qui reste sur le marché pendant 5 jours, il n'est pas rentable. Il est trop cher. Le bon bien, il part dans la journée. Quel est l'intérêt de celui qui vend off-market? Il vend en 24 heures un bien décoté. Pourquoi est-ce qu'il ne se dit pas, allez, je le vends, je le mets sur ce loger, je le vends prendre plus de plus? Pourquoi? Quel est l'intérêt de celui qui vend? C'est royal au bar pour l'agent. Imagine-toi, tu es agent immobilier, on te confie un mandat. Tu as 2 options. Ou bien tu appelles un agent, tu appelles Imavenir, tu dis « Allô Imavenir, j'ai un appartement à vendre. Vous avez 500 clients, 300 clients. J'ai un appartement, il fait telle surface. Moi, je vais regarder dans le fichier. On va faire l'affaire entre nous. Ça va t'éviter quoi? 500 coups de fil. Je dis 500, j'exagère. Mais parfois 30 coups de fil, 40, 50 coups de fil sur un appartement. Donc d'être dérangé, d'organiser des visites.
de planifier des visites, d'avoir des offres de gens que tu ne connais pas, qui vont te faire une offre qui n'ont peut-être même pas de simulation de financement, des offres qui risquent de péter au niveau des banques parce que, in fine, il n'a pas son financement. Donc, le risque pour l'agent immobilier, il est bien plus mesuré quand il passe par Imavenir parce qu'il sait que nous, tous les financements de nos clients sont validés en amont. On est rapide, on est réactif. Le client, il est prêt à tirer dans la journée. Ça lui évite de faire 50 visites, d'avoir énormément de coups de fil. Donc, finalement, tout bénef pour lui. Tout bénef. Et en plus, il n'y a pas de partage de commission. Il a sa commission pleine. Que demande le peuple? Voilà. Quand on n'est pas Imavenir et qu'on a envie de faire son petit investissement locatif dans son coin, est-ce qu'on peut aller dénicher des biens off-market? J'ai un début de réponse. Tu disais que c'est pas en 3 mois qu'on se fait un réseau. Est-ce que c'est quand même possible? Et que tu ferais comment, toi? Si tu arrivais à Paris, que tu voulais dénicher une pépite, tu irais sonner chez les gardiennes? C'est vrai, ça, cette histoire de gardienne, ou c'est un mythe? Non, je pense que c'est très, très difficile. C'est-à-dire que c'est un temps plein. Tu es au chômage, tu sais pas quoi faire. Oui, tu peux t'amuser à aller voir les gardiennes, et éventuellement, mais si tu es au chômage, tu n'auras pas de crédit, donc de toute façon, ça sert à rien. Perds pas ton temps à faire ça. Non, si tu veux chercher par toi-même, il y en a qui trouvent, mais c'est du quotidien, c'est-à-dire que c'est ce que font mes salariés. C'est un job à temps plein. Ils sont sur les alertes, ils ont des alertes. En plus, nous, on paye des logiciels fort chers pour avoir les annonces 2 heures avant le grand public, une annonce qui tombe sur le Bon Coin, sur SoLoger. Nous, on a les alertes, elle tombe dans notre pipe 2 heures avant le grand public. Donc déjà, même en ayant ça en amont, on a du mal parfois à être priorisé sur les opérations. Donc, c'est vrai que pour trouver vraiment le bien pépite, c'est du quotidien, c'est beaucoup d'alertes, c'est beaucoup de visites. Il faut se forcer à aller faire des visites, même si on sait que le bien n'est peut-être pas celui qu'on espérait au début, mais il faut se former. Il faut aller en voir énormément. Et c'est comme ça que on va pouvoir limiter le risque et trouver la bonne opportunité. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs, hein. Il y a l'emplacement, mais il y a la taxe foncière, il y a les charges de copropriété, il y a l'état naturel de l'appartement, il y a ne serait-ce que regarder une cloison, si elle est porteuse, pas porteuse, est-ce que je peux repiquer un toilette là, est-ce que je peux mettre une salle de bain ici, est-ce que je peux créer une chambre, donc il me faut une fenêtre dans la chambre. Voilà, donc il y a toute cette optimisation. Mais nous, mes chasseurs, maintenant, ça prend 1 minute 30, 2 minutes. En 2 minutes, on sait si l'appartement il convient. Et c'est ce qui plaît aux agents. En 2 minutes, dis-toi qu'on fait investir un client en 2 minutes. Justement, quand tu visites un bien, qu'est-ce qui pour toi est rédhibitoire? Tu rentres, qu'est-ce qui fait que en 15 secondes, tu dis on s'arrête là? Est-ce qu'il y a des choses Oui, pas assez de travaux. D'accord. C'est trop propre, tu t'en vas. Oui, pourquoi? Parce que forcément, le prix sera en cohérence avec la prestation. Donc, ça veut dire que si j'ai des travaux, si j'ai pas de travaux à faire, c'est que j'ai un prix souvent d'appartement qui est un petit peu plus élevé. Et puis surtout, mon client, il défiscalise pas. Donc, très vite, il va se retrouver à payer des impôts sur ses revenus locatifs. Donc, moi, si j'ai pas de travaux, ça ne m'intéresse pas. Un appartement en D, ça ne m'intéresse pas. Les gens recherchent du D. Moi, je ne veux pas de D. Je veux du G. Et le G, je vais le transformer en D. Donc déjà, je vais gagner en plus-value. Donc, par contre, attention, c'est beaucoup de technicité pour, sur les petites surfaces, arriver à remonter des appartements en G, d'un G à un D. C'est énormément de connaissances. C'est pas j'isole 2 murs, je change de fenêtre. Non. Nous, on fait des études, on a des thermiciens qui viennent. Ce mur-là, on l'isole de 2 cm, celui-là, on l'isole de 7, celui-là, on l'isole de 5, celui-là, on l'isole de 14. On est au centimètre près. Tu achètes 10 000 € le mètre carré, tu veux perdre le moins de surface possible. Donc, si tu suis la loi, la réglementation, ton DPE qui dit faut isoler les murs, t'isoles de 25 cm chaque mur, t'as perdu 4 mètres carrés, t'as perdu 40 000 € juste pour remonter ton appartement. Donc attention, faut acheter du G, mais il faut savoir bien le reconfigurer, trouver la bonne isolation, le bon équilibre pour la rénovation énergétique et pour éradiquer l'état de passoire. Et ça se fait pas en claquant des doigts. Nous, on a lutté, on en a fait beaucoup, on a testé plein de choses. Des matériaux, on a testé énormément de choses pour justement trouver le bon équilibre entre la perte de surface, qui est importante, et il faut en perdre le moins possible, et l'augmentation de la note. Là, je parle au professionnel d'Imavenir et à celui qui a fait 500 opérations. Quand tu mènes une opération, quand tu investis de A à Z, qu'est-ce qui te prend le plus la tête? Est-ce qu'il y a un sujet qui te... Oui, il y a un sujet que je ne maîtrise pas moi et qui m'énerve, c'est les banques. C'est le financement.
C'est-à-dire que moi, je ne suis pas courtier, je n'ai pas la légitimité pour aller chercher le crédit bancaire pour mon client. Et ce qui exaspère nos clients, c'est la longueur administrative française, la longueur des banques. Les banquiers sont en vacances les 3/4 du temps. Pardonnez-moi les banquiers, mais faites votre boulot, allez bosser le lundi au vendredi. Si on veut faire marcher l'économie française, et là c'est un peu un coup de gueule, mais si on veut faire marcher l'économie française, mettons-nous au boulot. Allons travailler. Arrêtons de se regarder le nombril et de faire des pauses et des RTT et les machins. On a déjà 35 heures, c'est quand même pas cher payé, c'est pas lourd. Les 35 heures, je les avale en 3 jours, moi. Donc, c'est quand même pas lourd. Allez travailler. Et les banquiers, pardonne-moi, mais ils sont en vacances systématiquement. Donc, et il n'y a pas que le banquier. Il y a le banquier, après, ça passe par différents organismes. Donc, je parle des banquiers, pardonnez-moi les banquiers si vous écoutez la vidéo, mais c'est une lourdeur administrative française. En fait, la difficulté, c'est la lourdeur administrative. Au Canada, tu es propriétaire en 15 jours. Tu visites un bien, tu fais une offre, 15 jours après, tu es propriétaire, l'argent est sur le compte du vendeur, c'est fait. En France, parfois, j'ai des ventes qui mettent 6 mois, 8 mois, 9 mois. Parce qu'il manque le papier du prêt à dater, le syndic n'a pas travaillé. Pareil, le syndic, il est fermé le lundi après-midi, tu as un créneau d'1h30 pour l'appeler, mais il y a la pause café entre-temps, donc du coup, tu n'arrives pas à l'avoir, etc. Donc, c'est un enfer administratif en France. Les gens ne travaillent pas assez, je suis navré de le dire, ne travaillent pas assez. C'est ce qui pénalise l'économie française, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avancer sur les dossiers. Et pourquoi on est embourbé dans ce système? T'inquiète pas que si on travaillait plus, il y aurait beaucoup plus d'argent dans l'économie, les gens investiraient plus et ça ferait marcher d'une manière la dynamique serait bien mieux, bien meilleure. Donc, pour répondre à tes questions, c'est toute la lourdeur administrative notariale. Déjà, il y a 3 mois entre le compromis et l'acte authentique. Pourquoi il y a 3 mois incompressibles? Parce qu'on veut aller chercher le crédit bancaire. Il y a le courtier, il appelle 25 banques. C'est en plein mois d'août. Ah bah, t'es tranquille que là, t'as pas un mec qui te répond. Les gars, ils sont à la pêche, ils sont où tu veux. Et donc, du coup, le fait est que tu prends énormément de temps, du retard, et c'est ça qui est vraiment, vraiment pénible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont après en difficulté financière. Quand ce sont des héritiers qui vendent l'appartement de l'oncle qui est décédé, ils ont hérité du truc et ils doivent payer des droits de succession. Parce qu'on est en France, on est taxé, on a énormément de droits de succession, donc ils doivent payer les droits, mais pour les payer, ils doivent vendre l'appartement. Parfois, ils se retrouvent dans des situations très difficiles. Donc voilà, c'est tout ce système lourd. Il faudrait vraiment tailler dans les réformes et alléger. Et puis le bon sens. Remettre du bon sens. Mon grand-père a 105 ans aujourd'hui et il me parlait du bon sens des années juste après-guerre. Il y avait du bon sens. Il n'y a plus de bon sens. On est écrasé par une lourdeur administrative, juridique, judiciaire qui est folle. Et il y a plus de... Moi, je peux plus faire une poignée de main avec mes clients. On est obligé de tout contractualiser. J'embauche des personnes juste pour respecter des règles administratives, des contrats de sous-traitance. Il faut être au carré, au cordeau. Donc tout ça, allégeons les choses. Mais parce que derrière, on est dans une économie mondiale qui fait que on est pris dans un engrenage. Mais revenons à des choses de principe et de bon sens. On arrive bientôt au terme de cet épisode. Dernière question, Mathieu. As-tu investi personnellement dans l'immobilier en région parisienne, à Paris ou dans la première et deuxième couronne, ou ailleurs? Oui, effectivement, oui, bien sûr. Encore heureusement que j'ai investi à Paris ou en première et deuxième couronne. Pour faire simple, j'ai commencé à investir en province et je me suis vite rendu compte de la difficulté de trouver ces fameux locataires, d'avoir des locataires de premier choix, de maintenir... Oui, certes, j'avais des très belles rentabilités sur le papier, mais dans la réalité, je me retrouvais avec beaucoup de frais sur les années à venir et finalement une rentabilité complètement nulle, quasi nulle, pas de plus-value sur les biens, donc beaucoup de difficultés et puis beaucoup de soucis. Donc ces biens-là, je les ai revendus et je me suis concentré dans le Grand Paris, dans le Grand Paris. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai des biens dans ce que moi, j'estime être le bon endroit pour investir, donc c'est-à-dire l'Île-de-France. Merci Mathieu d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie Grégoire, c'était un plaisir d'être là. Nous arrivons au terme de cet épisode. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. J'y répondrai personnellement et Mathieu également. Avec plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines. Vous pouvez également nous retrouver sur financero.fr. Vous retrouverez nos comparatifs, nos articles, nos avis, nos guides. Merci et à bientôt. À bientôt Grégoire.